comment procéder. Sinon, ne faire que des constatations segmentaires. Comment procéder quand il s'agit des choses très essentielles et qui est passé inaperçu. Par exemple, les langues dites indo-européennes. Simple aspectivisme théorique, peut-être, une dénomination propre ou impropre, mais toujours une délimitation, c'est-à-dire une certaine différence, une famille langagière. Je vais essayer de parler du verbe être et d'avoir. To be, to have, être, avoir. Ce qu'on nous avait appris comme premier verbe dans les cours de langue étrangère. Tout à fait d'origine de langue maternelle, de l'une de ces langues de la famille dite indo-européenne. Donc, parlons turcophone. Alors, c'était impressionnant d'abord qu'on commence à une phrase dans des langues, disons, occidentales avec le verbe. C'est très bizarre parce que chez les Turcs, le verbe, ça se conjugue à la fin de la phrase d'une manière discrète, c'est-à-dire n'étant pas toujours un mot à part comme EST. Donc ce n'est qu'une, disons, une continuation d'un mot. Donc le verbe être, autrement que le concept être en turc, c'est bien, ça existe, on dit en langue, disons, turque, dite occidentale anatolienne, varlık, qui a une autre connotation bien connue, c'est-à-dire le bien non pas moral, pas du tout, mais le bien matériel, ce qu'on a, c'est ce qu'on possède comme bien. Donc le verbe être a une connexion avec le verbe avoir, secrètement, dans une sorte équivocité, univocité, disons, avec le verbe avoir. Varlık veut dire tout d'abord dans la langue courante le bien, ce qu'on possède, mais varlık c'est bien une traduction correcte du concept d'être. Mais dans aucune, disons, déclinaison, on ne voit pas le mot varlık à la fin de la phrase, sauf que dans la tournure de phrase qui commence « il y a une pomme sur la table », bah, là on utilise bir elma vardır masanın üstünde. Plus correctement, masanın üstünde bir elma var. Là, on connaît le mot varlık, comme un mot séparé. C'est ça, il y a. Donc, ça correspond à un certain il y a en français ou bien à un there is en anglais. Voilà les constatations phénoménales de premier ordre. Mais cette confusion et cette délimitation entre être et avoir, n'est-ce pas, to be and to have, extrêmement compliqué, qu'il devrait y avoir une histoire, et je passe sans passer une deuxième constatation qui est très importante aussi, que ces deux verbes essentiels, on les utilise dans la langue dite européenne, indo-européenne, comme un verbe auxiliaire, c'est-à-dire pour faire
de temporation. Le verbe avoir devient, voilà, ça se conjugue et ça devient un verbe auxiliaire avec les autres verbes qui est essentiel. Donc ça s'efface d'une certaine façon, y compris le verbe être et le verbe avoir. Les deux sont des verbes auxiliaires, donc facilement peut être passé inaperçu dans ces langues aussi, comme chez les nôtres, chez les Turcapons. Et c'est par un certain effort, par une certaine tradition philosophique qui commence avec la Grashheit, je dirais, Gracité, qu'on aperçoit et qu'on soustrait comme un élément principal, le verbe être et le verbe avoir. Et troisième constatation, c'était avant de passer à la troisième constatation, qui est le titre du célèbre livre de, je crois, Eric Fromm, être et avoir. Très connu. Et c'était troisième constatation, donc un livre du XXe siècle. Je me demande si c'est après être étant de Heidegger. Et oui, quatrième constatation devrait être Heidegger qui a fait une grande critique de l'usage du verbe, du concept, de la notion être. Et en connexion à cela, on distingue aussi en français de manière insistante de sorte être tout simplement, être simple, être, il faut dire en termes grammaticaux, être intransitif, il y a un être transitif. Voilà, un être simple, un être composable, je dirais. Être, et on dit parfois être au sens fort, c'est-à-dire faire être, faire exister, c'est ça. Et autrement, être devient quelque chose de discret, sous un voile, oublié, raillé, etc. Voilà, c'est un peu le jargon et méthodologie heideggerien qui devait avoir ses ressources dans ce genre de méditation. Alors, mais ça, ce sont des préliminaires très très lourds, sûrement des conséquences. Je retourne à l'utilisation comme verbe auxiliaire du verbe avoir, par exemple, qui devient tout de suite un composant essentiel du passé composé, et non pas passé simple, qui n'a pas besoin d'un verbe avoir. J'ai fait mes devoirs. Ça, le verbe être, le verbe avoir devient quelque chose qui n'a presque rien à voir avec acte posséder quelque chose, avoir. Mais ça s'efface et ça devient disons, indicateur du passé, dit-on, composé, et non pas simple. Et en langue française, il y a un temps, n'est-ce pas, qu'on appelle passé simple, et que les Anglais, soit ils ont oublié, soit c'est effacé, soit ça n'existe tout simplement pas. Ça, je ne suis pas spécialiste dans la préhistoire de la langue des Saxons, disons, anglo-saxons.
Là, et pourquoi j'en parle, ça devrait être le 5e moment, parce que c'est une discussion interminable et très très cruciale, mais pourquoi j'en parle ici même, comme un cours d'initiation à la philosophie extrêmement important, mais parce que tout simplement je vais donner une référence de Bahar Titiner qui avait envoyé un petit message en parlant d'une certaine racine étymologique nordique, Haps, qui aura donné lieu en anglais happen, happiness, qui aura quelque chose à voir avec le verbe have, to have, had, has, happen. Un certain événement, en tout cas, n'est-ce pas, happiness. Et ça tournait jusqu'à son argumentation étymologique, jusqu'à le mot perhaps, peut-être que ça peut arriver, peut-être. Et comme peur, elle expliquait préfixe peur comme quelque chose tout à travers, comme en allemand, durch. Je ne sais pas si. Voilà, je connais durch Arbeitung à partir de Freud, mais avec perhaps, tiens. Là, il y a un chemin qui m'intéresse quand il touche, bien sûr, au mot de la chance, parce que Heps aura, selon elle, a quelque chose à voir avec je dirais la chance, parce qu'elle ne prononce aucunement grec, mais comme j'étudie depuis longtemps, je suis dans un moment bizarre qu'on appelle moment opportun, que chez le grec serait touchia, donc touké. Touquet qui aura une signification de chance ou ce qui arrive par bonheur. Là, Bahar a quand même parlé je crois, de ce mot, si je me rappelle bien, mais heure en français de bonheur, les riches heures de Duc de Berry qui me fascinait comme enluminure. Depuis très longtemps, surtout les riches heures, l'utilisation de ce mot un peu effacé en français, bien effacé de heure. Donc depuis longtemps, peut-être que depuis que ce livre non édité de Les chances de la pensée de mien, et je suis sous cette intégration. En ce qui concerne la signification profonde de ce qu'on appelle aujourd'hui tout bêtement chance. Donc le mot touquet, il faut l'avouer, j'ai rencontré dans l'un des séminaires de l'ACA, tout en parlant clairement de deux types de touquet, touchia, c'est-à-dire bonheur, bon moment voulu, moment de grâce, un bon hasard, une bonne rencontre, et dystouchia, qui est une mauvaise rencontre. Donc, happy,
happening, ce qui arrive, entre les deux, du verbe être, tout simplement, être comme toujours en tant que tel, ou bien par sa dynamisme, par sa potentialité, être continuer à exister, c'est autre chose. Ce que j'appellerai pour l'instant être simple. L'autre, c'est avec ses biens, avec ses avoirs, avec ses bienfaisances, pourquoi pas. Donc, avec ses heures qui touchent à un certain praxis. Donc, d'être... il y a entre ces deux êtres, être simple et être composé, donc être en tant que tel dans sa simplicité et être avoir des biens matériels ou de l'ordre de praxis, donc intimement lié à une certaine praxis selon Aristote. S'enrichir, se développer, pourquoi pas, comment on appelle ça, self-realization. En langue américaine. Et cette confusion entre deux êtres, entre les deux, on parle d'un certain toucher, je dirais, toucher. Ça me touche bien, ça me dégoûte, ça me convient, etc. Vous voyez, un être simple qui choisit, qui se choisit, un Dasein qui se choisit dans ses possibilités. Et ajoutons qu'un Dasein chez Heidegger, un étant là, il n'y a pas un simple étant parmi les étangs. Donc séparation entre, disons, l'homme et le monde environnant, ou ce Dasein dans le monde dans lequel ce Dasein existe, de manière extatique ou de manière conformiste. Voyez, toute analytique existentielle doit être réfléchi à partir, à mon avis, à partir justement, il faut revoir aussi tout existe, son rapport habitude, ses caractériologie et environnement, donc l'être qu'on est devenu, l'être qu'on était, l'être qu'on est en train de s'aliéner, se perdre, et pour se retrouver mieux, pour se perdre encore plus, et extrêmement des choses à repenser, et justement en passant d'abord, pourquoi pas en même temps, simultanément, toucher, y compris le sens de toucher, qui est propre de l'homme, et la main, je vais arriver jusqu'au croc de main, et qui sera capable de donner ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on a déjà traité. J'ai traité beaucoup plus de questions concernant là. Et Kairos. Kairos, le moment qu'on peut traduire par la chance et par le destin, mais c'est encore quelque chose de plus étrange en grec. En grec, Kairos est fortune. En latin, contradit droitement ou maladroitement, et fortune est quelque chose dans son utilisation de 18e siècle, je dirais, encore de manière neutre, c'est-à-dire une fortune, belle fortune, bonne fortune, c'est encore neutre, donc ça comprend à la fois
mauvaises choses et les bonnes choses fortes, dons de la nature. Vous voyez, je suis dans mon thématique encore, là où j'étais resté dons de la nature, fortuna, tout, kairos, qui étaient dans l'éthique Nicoma, qui étaient poussés, y compris Kant, en dehors de la philosophie, en dehors de tout œuvrement philosophique, en dehors de toute bios théoreticos. Mais comment éviter? On parlait d'abord et comment ne pas tomber dans les, bien sûr, explications implicites ou biologisantes de là aussi, mon discours concernant némésis, nomos, distribution, les gains, distribution à la fois de l'égalité de chacun à son droit, et à ses délimitations, à ses capacités, de manière inégale, c'est-à-dire inégalité des dons de nature et du temps qui fait du temps qui fait le temps qui tombe, je dirais le temps qui tombe, et non pas cette fois-ci Dieu qui tombe, comme une malingénie qui aura arrangé les choses autrement, mais qui aura voulu que nous passions non pas par la ligne la plus droite, le chemin le plus court, mais par les déviations et des détournements extraordinairement difficiles, comme dans le cas d'Ayoub et Jacob dans la Bible. Voyez, destin, destinalité, injurier son destin, le cas de Jacob. Je réfléchis aussi les autres thèmes annexes, aussi essentiels. Besoïgung qui ne passe pas par la parole, Besoïgung, génération, corruption, la mort, la vie et la mort. Besoïgung, Zeg, qui passerait comme une profession de foi ou acte professé ou justement, pourquoi pas confession confessionnelle ou confession confessée, c'est-à-dire ça correspond à un certain kilimi shahadat, donc le mot de témoignage qu'on devrait prononcer. Pourquoi? Pour changer pour la conversion. Ce sont des choses anthropologico-religieuses, bien sûr, qui sont aussi essentielles pour détecter ce qui arrive, à nos conceptions, en ce qui concerne les choses essentielles, aussi essentielles qu'être et avoir. D'où découlent toutes les aliénations et les perversions, renversement, retournement entre verbe être et avoir. Et comme l'autre jour, en citant en quelque façon Heidegger, je disais qu'il n'y a pas de vérité sans garderie, Wahrheit, pour expliciter Wahrheit, le concept allemand de vérité, et il n'y a pas de peut-être sans avoir, y compris les biens matériels, y compris une vie, avoir une vie, selon cette expression si aliénée que possible, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être sans savoir. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de Dasein sans le monde. Alors que le monde, Dasein ne se réduit absolument pas au monde. Alors qu'il est intimement lié par son là, du Dasein, intimement lié et extrêmement en retrait, extrêmement extatique, en extase par rapport au monde dans lequel il est submergé,
monde, environnement, l'histoire, son histoire, et avec toutes ces contaminations générales, avec les autres cultures éléments, etc. Hop, je ne sais pas si c'était long, mais c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi important? Cette fois-ci, ça inclut perhaps, catégorie de perhaps, c'est-à-dire peut-être. C'est Derrida qui disait une phrase un peu spéciale par rapport peut-être en contraste avec être, être chez Heidegger. Donc, y a-t-il une solution à cette ontologie d'être? Y a-t-il une explicitation du concept de autrement qu'être de l'éminence et au-delà de l'essence? Je comprends cela au-delà de ses puissances. L'autre jour, on a inventé le mot apodéictique, qui est forcément kantien, mais qui est corrigé, rectifié. Et non pas apodictique, mais apodéictique, qui comprend toutes les signes et la trace et la promesse et le gage. Engagement. C'est aussi toujours, quand on dit engagement, c'est aussi toujours cheminement de Sartre qu'on oublie trop, qui a dit clairement que existence vient précède, existence précède être, essence, c'est-à-dire essence, existence, avec ses avoirs, avec ses manques, avec ses satiétés éphémères, avec ses disettes, manques, alors que tout est là et tout est déjà fini. Alors, je ne sais pas si c'est jaune, j'ai omis comme toujours ce qui est essentiel ici, rapport d'avoir à être et leur distinction. Une telle confusion, comment on peut le distinguer, purifier, être à part, au-delà de cette misunderstanding, de compréhension au sens des temps. On comprend. C'était ça le jugement de Heidegger dans être le temps. On parle très souvent du verbe être ou du concept d'être, mais on l'utilise au sens d'étendité, au sens des temps. On ne comprend pas le sens ni originel ni ultime d'être. Sein. C'est ça. Et pourquoi l'être est barré, pourquoi l'être est en retrait, pourquoi c'est si joli avoir et manque d'avoir, non-avoir, je dirais, sont si attrayants. Et il faut ajouter aussi lieu, rapport à lieu, avoir eu lieu, avoir eu lieu, ayant été, voilà, ce qui compléterait le tableau, ayant été. Une certaine trace expliquait bien, n'est-ce pas, ayant été, ou pas du tout, n'ayant pas du tout été. Et c'est la trace presque lévinassienne et en ce qui concerne la méontologie. Voilà, d'où jaillissent les idées. D'abord la théorie des idées, n'est-ce pas, entre ces deux verbes, être et avoir, pourquoi pas, et entre les deux,
toute une scala, un spectre presque indécidable qu'on peut renommer ou énumérer comme don de la nature, don divin, donation, pourquoi pas cette fois-ci phénoménologique, concept de donation, es gibt, il y a, et qu'est-ce qui nous manque il y a, es gibt, don de la nature, fortuna, fortunata, pourquoi pas, on dit nature naturelle, nature naturante, il devait y avoir une fortune, fortunée, ou des infortunés, justement, le mot que je cherche, infortuné, n'est-ce pas, c'est manque d'avoir, avoir, c'est-à-dire bien matériel. Bien matériel, toujours entre guillemets, on ne sait pas où commence le matériel, où finit le spirituel, c'est aussi tout l'enjeu de construire, ça se joue entre ces deux verbes, entre les deux, être et avoir, il y a un truc, il y a un kairos, il y a quoi? Autrement dit, la naissance et la mort. Concluons en cela que Heidegger aura fait une philosophie de la mortalité de Dasein et Hannah Arendt aura fait une philosophie de natalité. C'est extrêmement important. On oublie aussi, n'est-ce pas, encore Job, encore thématique de rejeton, encore thématique de Besoigung, encore il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et en quoi encore cette lamentation, et de pourquoi pas mieux de lamentation, il faut arrêter là, parce que le tableau est complet, et il faut recommencer toujours de nouveau. Sauf peut-être la mort qui arrive accidentellement. La mort arrive d'une façon ou d'une autre. Je veux dire la mort violente, inattendue. Ceci étant exclu comme dystocia, disons, n'est-ce pas, mauvaise rencontre, malheur, je me demande est-ce que la mort fait partie du mouvement de neutralisation ou bien la mort elle-même tout simplement pas elle-même est neutre. Je me demande si à partir de Kafka ou de moi-même j'aurais écrit il y a des décennies dans mes écrits littéraires une définition de la mort. Je suppose que c'était dans le poème intitulé Elegia della Morte. J'improvise. C'est que la mort y était définie comme l'addition de plus et de moins, c'est-à-dire des biens qu'on a fait dans la vie et des mal qu'on a causé. Par exemple, l'addition fait la mort. Donc la mort est neutre, déclarée il y a des décennies dans une poésie qui est restée sous cachette. Il faut y retourner. Le premier vers, c'est dans ma mémoire. Güzel kan güzeldir, ölümden bahsetmek.
Gözlerin biri yukarı biri aşağı bakarken gel sen de ölümden bahset etc. Donc, bon, un poème de jeunesse. Il est beau de parler de la mort quand on est jeune et autrement quand l'un de tes yeux regarde vers la terre et l'autre vers les cieux. Dans la vieillesse, il faut éviter d'en parler. À peu près ça, la traduction. Alors, l'addition totale. Kafka, apparemment, si je me souviens bien, quelque part, il aura écrit la mort, véritable mort, est toujours pénultième. Ce que je comprends, c'est avant le dernier. Avant la dernière, c'est-à-dire la mort physique. Véritable mort précède la mort, communément appelée décès. Véritable mort. C'est la littérature métaphysique de Saint Paul qui parle de la mort en connexion avec le péché et connaissance de péché. Ratio cognoscendi de la péché, c'est-à-dire mort dans cette lexique, serait quoi? Véritable mort concerne la chair, mais la mort spirituelle d'avance la mort physique, d'où Kafka donc découle apparemment directement par une lecture de l'épître de Saint Paul. Voici notre littérature qui tourne en rond. Je répète, tant que ceci est dans ma mémoire, Kafka aura dit que véritablement ce sera avant la dernière. Et moi, j'aurais rétorqué en disant que non, non, j'ai pas dit ça, c'est pas écrit. Ce serait peut-être l'addition totale. L'addition, s'il vous plaît, garçon. L'addition. D'où vient peut-être toute cette bascule qu'on voit dans les pictums, dans l'iconographie égyptienne. C'est ce coup d'envoi, là où on envoie la justice à l'autre monde, à l'éternel, à une instance supérieure. C'est ça, la religiosité fondamentale de l'homme qui accompagne, c'est difficile à démontrer, mais qui accompagne strictement, je dirais, un certain irréligiosité, si on peut dire ainsi, de l'homme également. Donc, double bind qui rejoint à la fois à un certain mal radical qui sera de l'autre religiosité qui n'a rien à voir normalement avec la foi, selon certaines analyses qu'il faut distinguer. Là où on distingue le Dieu et la religion, et d'autre part, cette attendez qu'il passe.
d'autre part, cette religiosité, c'est-à-dire en moyenne, à l'infini entière, l'addition. L'addition calcule, pèse, la pèse, bascule, pèse neuf. Là, il s'agit d'une poésie d'Antoninato Beznev qu'il faut chercher. Il faut chercher une certaine crise de foi, n'est-ce pas, pourquoi pas, crise de foi qui s'oscille entre deux noyaux. Irréligiosité, et l'autre part maillot radical, apodictique, loi morale, et d'autre part, nous attendons Pascal, malgré lui profondément matérialiste, qui nous aura laissé comme legs une question de neutralisation comme civilisation, c'est-à-dire qu'on a gardé le pire côté des choses pour être civilisé. Le pire côté des choses, c'est-à-dire les règles, préceptes, pourquoi pas, châtiments, et ce merveilleux cadeau, c'est-à-dire récompense, n'est-ce pas? C'est ça. Mécanisme animal de l'homme qui nous a servi jusqu'à maintenant, qu'il faut compter aussi l'avenir qui dure longtemps de ceci, autrement. Romoya, tout ça qui est extrêmement juste dans sa citation de Blaise Pascal, et qui a écrit un livre à la fin de sa vie, n'est-ce pas, l'avenir du longtemps, c'est-à-dire la trace, une autre interprétation de la trace en ce qui concerne notre futur. Et notre Sigmund Freud aussi aura écrit un livre intitulé, n'est-ce pas, l'avenir d'une illusion. Ceci fait une totalité, une addition, là où une certaine figure de Freud que je laisse entendre qu'une certaine figure de Freud qui aura eu une éducation, culture philosophique de Kant et de Hegel, et à partir de quoi il aura écrit ce que ces deux derniers n'aura pas écrit, c'est-à-dire monothéisme, qui est déclaré par un certain Jérusalem comme la révélation dernière, c'est-à-dire un dernier chapitre aux Bible au XXe siècle. Simple étude concernant une fiction qui, quand même, une fiction philosophique qui est concurrente à celle de notre cher Thomas Hobbes. Voici notre histoire qui tourne en rond, comme sur une table de tennis ou de ping-pong, j'aurais la tendance à finir en me répétant sévère anonyme que j'ai appris dans mes écrits de jeunesse, que des fois soit ce drame dans des langues inconnues des peuples qui ne sont pas encore déjà cités, sans référence. Je cherchais
cherchez-y un fessin à Canal-Lac. Voilà. Je crois qu'en parlant de ce verbe dérailler ou dérouter, je pensais le verbe qui m'avait échappé, c'est dérapage, déraper. En turc, je pensais savrulmak. Donc, après avoir fait tout le thème concernant revirement, retournement, détournement, tous les états de la dialectique, disons, d'un acheminement qui se blanchissent ou qui s'absue dans ce mouvement. Il faut que, quand on compte le dérapage, il faut compter aussi une norme. C'est par rapport à une norme qu'on devienne anorme ou bien sortir de norme. Là, dans une ligne prescriptive, on peut parler de dérapage. Donc, dans un certain système de pensée construit, soit dans une ère de culture. Là, je pensais effectivement, n'est-ce pas, j'ai presque posé certains concepts noématiques, disons, comme mal radical ou bien l'instinct de mort ou principe de plaisir, mais certains systèmes philosophiques peut-être qu'ils ne sont pas trop profonds et qu'ils préfèrent rester culturalistes ou bien dans leur ère de moralité une certaine étiquette. Là, ils parlent rarement dans ces cas-là quand ils sont trop prescriptifs, comme Kant, par exemple, qui finit par apodictique. Il parle rarement de dérapage, mais de plusieurs équivalents de dérapage, même chez Derrida, ça existe par un certain réalisme, disons, contamination, voilà. Contiguïté, proximité, pardon, contagion. Dans cette discussion interminable entre le propre, eigentlich et impropre. Voilà, et je parle souvent sous le modèle d'ellipse de oscillement. Et on avait fini quoi? On avait fini avec la poésie malarméenne de constellation. Là, on ne parle pas de dérapage des astres solaires, mais, n'est-ce pas, chez Aristote, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un moment parfait. Sur lunaire, alors que les autres, n'est-ce pas, bien avant et bien après, ils ont pensé à une certaine Klinamen qu'on peut compter comme un certain dérapage. Un coup d'envoi, un hasard, un saut, un sursaut ou je ne sais quoi. Voilà, je cherche pourquoi il n'y a pas d'une ligne droite et il y a des courbures.
il faut, il faut qu'il y ait quelque chose, un certain obstacle ou quoi, sinon interdit. Voilà un branchement bouché de la dialectique qui restreint la possibilité, surtout restreint les compossibilités qui les rendent incompossibles. Voilà, notre cher Leibniz. C'est ça un peu ce qui arrive à la pensée qui suit des lignes virtuelles et la possibilité qui se satisfait ou bien qui se contente finalement du principe de la raison suffisante. Ça suffit pour une culture, comme disait avant Leibniz, n'est-ce pas, un certain Descartes qui disait que moi je ne vis pas en Chine, hein. Je ne serai pas de nostalgie des autres cultures. Moi, j'essaie de corriger tout en devenant mon directeur de conscience et tout en vous offrant un directeur de conscience peut-être. Voilà le modèle, être canon. Moi, je me disais, avec tout système philosophique, bon, obéit à une certaine idiomacité qu'on peut peut-être appeler comme koiné grec, alors qu'il ne s'agit plus de la doxa, mais pour ne pas être identique à une culture, à un discours culturaliste, le philosophe fait des déclinaisons sur le monde. C'est la dérapage de l'écriture aussi. Son, je dirais, pour user d'un terme, atrophie, voilà, une certaine biologie anatomiste, il appellera une certaine atrophie, mais vers quoi se tente, n'est-ce pas, puisqu'on parle de la tentation, vers quoi on tend ce dérapage. Alors qu'il y a une squelettique, je dirais un certain syllogisme qui fonctionnerait que dans une, je dirais, idiomacité. Ce que je compare ici, au moins de l'idiomaticien, ou bien vous participez à un discours qu'on appelle l'histoire de la philosophie, les textes dont vous avez la connaissance, ou bien vous construisez votre koiné à bâton rompu, disons, pas toujours d'une manière réfléchie, mais en donnant une chance à ce qui arrive, à ce qui est de l'ordre du concours de circonstances et donc frayage de l'horizon du langage même et de l'idiomatisme même du langage. Et ça prend beaucoup de temps, mais ce qui se passe dans une cours normale, dans sa singularité, limitée dans un espace de temps, étalé sur plusieurs semaines, disons, selon l'institution. Et il n'est jamais interminable comme entité infini proposé par Maurice Blanchot. Et c'est une
manière de se neutraliser peut-être, n'est-ce pas, avec ces plus ou moins des retraits avancés, être trop long, trop exhaustif, trop détaillé, etc. Voilà. Encore quelques styles d'écriture pour faire des pensées qui ont besoin toujours une certaine fois même devient informe pour certaines réceptivité et jugée d'emblée incompréhensible ou bien n'importe quoi. Voyez, dans la page n'est possible que dans un système programmatique optimiste ou pessimiste, mais dans un système qu'on peut appeler prescriptif, alors que je déclare il y a des mois qu'il n'y a pas d'erreur dans la peinture, par exemple. Dans la musique, on dirait qu'il y a des disharmonies, mais dont on se rend compte aussi pour faire encore des composés. Et voyez là, les tables, ou bien stèles, ou je ne sais quoi, comme plan sur lequel nous parcourons ou bien nous allons à 4 chevaux, vers l'enfer ou vers une certaine apocalypse qui aura voulu dire aussi une certaine, en arabe au moins, Qiyamet, un certain lever, oui, se dresse. C'est bizarre, hein? Bon. J'arrête un discours qui était en vigueur naguère, et non seulement dans la philosophie, ce que Kant appellerait un discours de grand sérieux, alors Derrida appelait d'un ton apocalyptique.